J'espère qu'il sera pas sur messagerie. Allô? Oui, allô? Oui, Bonjour, monsieur Romain Delbello. oui, tout à fait. Donc voilà, je me présente, je suis Poiré François, donc le responsable du site de la web radio quoi, qui vous invite. Donc je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Radio Il n'y a Ville pas de Lumière. souci, pas de souci. Je vais vous laisser Avec avec plaisir. Merci. Je vais vous laisser avec mes deux animateurs. Donc je vais commencer par Pierre Briand, donc du site Comptoir Parisien, Oui, et Nicolas Hénon du site Paris Team. Paris Team. d'accord, très bien. Donc ils ont C'est quelques quoi, questions. c'est une discussion, c'est... Bon, on va parler avant tout, bien entendu, c'est une radio du Paris Saint-Germain. On va parler du Ouais, sportif Paris Saint-Germain. Et donc ils ont quelques questions pour vous, quoi. Donc d'accord. c'est à toi, Pierre. Ok, donc déjà, bonjour Romain et merci de nous faire le plaisir d'être là. De Euh, rien. on va parler un petit peu du match de cet après-midi. Donc apparemment dans la presse, il y a une espèce de petite guéguerre sur la composition éventuelle. On parle possiblement d'un Pastore en 10, même si c'est vrai que Laurent Blanc avait un petit peu tiqué en conférence de presse la semaine dernière sur cette éventuelle position. Lui, il préférait peut-être le faire jouer à gauche. Donc il y a le Parisien qui disait que Pastore évoluerait à gauche avec donc Ibra en pointe et Cavani toujours sur le côté droit. Et puis il y avait d'autres médias qui affirmaient qu'il jouerait en 10. J'aimerais bien savoir un petit peu quel est ton avis par rapport à ça. Est-ce que tu penses que d'une part ça serait pas un petit peu du gâchis de faire évoluer Javier Pastore à gauche et d'autre part est-ce que ça serait pas aussi du gâchis de faire jouer Cavani à droite parce qu'on en parle beaucoup et c'est vrai qu'il a beaucoup d'influence sur son côté parce qu'on sait qu'il fait beaucoup d'efforts à la récupération. Qu'est-ce que toi tu en penses? Alors, mon avis personnel à moi, si j'étais entraîneur du PSG, effectivement, moi je préférerais partir sur un système avec Pastore en 10 et Cavani, Ibra devant, qui permet en plus de contenter tout le monde, parce que Pastore serait dans une position, bah, il y aurait effectivement qui préfère par rapport au côté gauche, et Cavani serait lui aussi plus axial que le système en 4-3-3, donc ça a le mérite de contenter tout le monde. Et donc moi, ça serait le système que je préférerais. Donc j'espère que l'équipe va avoir raison et ça sera le système d'aujourd'hui. Après, le doute que j'ai, c'est par rapport à Laurent Blanc, qui a réussi à mettre en place le 4-3-3, auquel il est très attaché. Et on se demande toujours qu'est-ce qu'il pourrait faire s'il change de système finalement, même si ça lui fait sacrifier souvent Cavani à droite, mais bon, Cavani reste quand même efficace, mais bon, tout. Et même si effectivement Pastore du coup ne jouerait pas à son poste de prédilection, mais il n'a pas beaucoup fait à Paris non plus. Donc c'est un choix de Laurent Blanc. Après, moi, de ce que je vois du dernier match, les deux dernières plongées de Pastore, il l'a fait rentrer dans l'axe en position de numéro 10. Donc je me dis peut-être qu'ils veulent tenter carrément au coup d'envoi pour voir ce que ça donne, pour changer un peu les habitudes. Et c'est vrai que c'est la grosse interrogation du jour. Et éventuellement, si dans cette composition, si les choses se passent bien et que Pastore fait un gros match qui est plutôt probable, ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir peut-être un changement, parce qu'on voit que les ailiers du Paris Saint-Germain aujourd'hui, notamment Lavezzi, qui est un petit peu dans l'œil du cyclone, qui enchaîne un peu les contre-performances, est-ce que ça pourrait avoir un impact, par exemple, sur la formation? Moi, je pense que, de toute façon, Laurent Blanc le sait, et chaque entraîneur, même si chacun a un système préféré selon son équipe, c'est bien d'avoir plusieurs options. Donc, il est parti sur un 4-3-3 à partir de Bordeaux, je crois. Il a vu que ça marchait, il l'a gardé. Maintenant, je suis sûr qu'il est content, s'il est capable d'avoir une solution de repli, comme un 4-4-2, éventuellement avec Pastore en pointe du losange, parce que parfois ça peut servir en cas de méforme, de blessure, de suspendu. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs options. Après, c'est vrai que dans le 4-3-3, ça marche bien, et pourtant, Lavezzi et Lucas, clairement, moi, je les trouve pas bons. Donc, ça marche parce qu'il y a des monstres, hein, il y a Zlatan, il y a Cavani, il y a les trois du milieu, ils font le boulot, mais c'est sûr que dans ce système-là, il y a toujours un joueur ou deux, comme l'avait dit Lucas, qui sont pas au niveau des autres. Donc peut-être que le système d'aujourd'hui, qui paraît avec Pastore dans l'axe, lui permet d'utiliser tous les joueurs à leur vrai poste et dans leur vrai potentiel.
il faudra voir l'après pour voir le rendement aujourd'hui. Hein. Moi, j'adore Pastore, donc j'espère qu'il va faire un gros match. Mais bon, voilà, on sait qu'il est capable de passer parfois aussi à côté de certains matchs. Hein. Bien sûr. Et par exemple, on sait que Marco Verratti ne figure pas sur la feuille de match. Est-ce que tu penses que ça va peut-être créer un déséquilibre au milieu de terrain, parce qu'il a énormément d'influence, que ça soit au niveau technique ou même tactique, depuis quand même quelques mois. Qu'est-ce que tu en penses Oui, c'est un atout en moins, oui, c'est un gros atout en moins. Maintenant, Rabiot, c'est bien qu'il joue. C'est pas exactement le même style, mais c'est quand même un joueur, on a vu, qui se met plutôt bien au service du collectif, qui est plutôt au niveau, qui donne du temps de jeu. Ça fait partie de ces joueurs voilà, formés par le PSG, qui sont un peu la caution du Paris Saint-Germain. Donc, bon, même si c'est pas Verratti, je pense pas que ça crée non plus sur un match comme ça un gros déséquilibre. Quand il y a Thiago Motta, quand il y a Matuidi, voilà, avoir Rabiot à côté, c'est pas grave non plus. Voilà, c'est bien quand on a Verratti, quand il y a les trois. Mais pour un match comme cet après-midi, je trouve ça bien de voir Rabiot aussi titulaire au coup d'envoi. Ok, ok. Sinon, au niveau de l'adversité, c'est vrai que Nice reste sur 2 défaites en championnat. Est-ce que, à ton avis, c'est une équipe qui pourrait peser dans le haut du classement, parce qu'on sait qu'ils sont un petit peu irréguliers. Tu les vois à quel niveau en fait cette année? Je les vois plutôt pas mal quand même. Déjà l'an dernier, c'était un petit peu la surprise de la saison. Donc cette année, il y a moins le côté cette surprise. Mais c'est quand même une bonne équipe avec un super buteur, évidemment, Titanic, qui sera invité demain du Canal Football Club. Donc là, je fais la pub. Avec des bons joueurs, avec Bruce, qui est un joueur qu'on découvre, là, le Belge, qui est vraiment intéressant, surtout dans sa relation avec Titanic, ils se sont rapidement trouvés. Et puis ils ont un joueur qui revient de blessure, et Boteac, qui est vraiment un joueur très très intéressant, comme on dit, un vrai bon joueur piquin. Donc offensivement, c'est une équipe quand même très intéressante. Après, en défense, ça devient costaud, avec Pechinovic, avec Denner, l'ancien parisien. Voilà, il y a du monde au milieu avec Bigard. Non, moi je trouve que c'est une bonne équipe. Quatrième l'an dernier, c'était une grosse performance de leur part, mais la place potentielle, la plus grosse place qu'ils puissent avoir. C'est une équipe du top 8. Donc c'est quand même un danger, même si là il reste sur quelques contre-performances, ça reste une équipe assez dangereuse avec un entraîneur qui est habitué à la Ligue 1, voilà, qui peut faire progresser ces équipes-là. Donc ça peut être un match compliqué. Et après il y a l'interrogation du gardien niçois. Voilà, c'est un baptême pour lui. Donc on verra si ça tourne au cauchemar ou pas, mais c'est un point intéressant à suivre, quoi. C'est plus le meilleur moment ni le meilleur endroit pour démarrer, mais enfin bon, au moins s'il en prend 3 ou 4, personne ne lui en voudra parce que ce sera pas le premier de la saison, quoi. Donc ça va suivre. D'accord. Nicolas, c'est à toi? Oui, bonjour Romain. D'abord, Bonjour. bravo pour vos émissions J+1 que j'admire particulièrement. C'est gentil. Sinon, on sait que vous êtes un défenseur de Pastore, et justement, je voulais savoir votre avis sur Lucas Moura et Ezequiel Lavezzi qui ont été particulièrement pris en grippe par des consultants de Canal+. Bah, moi, j'ai beaucoup de mal avec Lucas Moura depuis le début, avec Lucas, maintenant on l'appelle Lucas. Depuis le début, je ne nie pas sa capacité d'élimination sur la prise de balle, sur une accélération. Je ne nie pas sa capacité à perturber une défense, à déborder, à dribbler un joueur voire deux. En revanche, je trouve que derrière, c'est beaucoup moins intéressant parce qu'il a malheureusement la tête sur le ballon la plupart du temps, et malheureusement, ils vont faire trop. Donc, il élimine un joueur, c'est super, comme il l'a fait l'autre jour contre Anderlecht, le long de la touche, c'est un grillé magnifique. Il a caché le ballon, on ne sait pas où il l'a mis, il l'a ressorti, c'était magnifique. Et derrière, il nous fait une accélération, et il va s'empaler sur un défenseur, alors qu'à ce moment-là, il faut lever la tête pour le donner, pour faire vivre le jeu. Donc, il y a un vrai potentiel chez Lucas qui est frustrant finalement, parce que on a l'impression qu'il veut traverser le terrain et aller jusqu'au but, alors qu'il peut largement faire évoluer son jeu vers plus de collectif. Et puis Lavezzi, c'est pas le même style de technique, mais c'est un peu, je dirais, la même logique, c'est-à-dire une tête baissée, qui va accélérer, qui va déborder et qui va malheureusement ne pas lever la tête assez tôt, et qui va vouloir aller au bout de sa logique. Alors comme il a une bonne vitesse de pointe, ça passe souvent.
Sauf que derrière, avec un peu de temps, ça peut déboucher sur un centre intéressant, ça peut déboucher sur un but, même s'il est parfois un peu maladroit. Mais malheureusement, quand on regarde bien, c'est pas souvent le bon choix qui est fait. Donc c'est des joueurs frustrants parce qu'on a l'impression qu'ils plafonnent et qu'ils n'utilisent plus leur qualité, mais d'une manière pas raisonnée. C'est vraiment aller au bout de leur qualité, c'est le dribble pour l'un, l'accélération pour l'autre, sans souci du collectif, même pire, sans rigueur tactique, parce que éliminer des joueurs, c'est parfait, c'est tellement rare d'avoir des joueurs comme ça. Sauf qu'éliminer un joueur, deux joueurs pour perdre le ballon sur le troisième défenseur, ça sert à rien. Donc éliminer un joueur et puis la donner pour faire avancer le jeu. Donc c'est sûr que Pastore à côté, c'est presque l'inverse, c'est presque le joueur qui cherche trop à faire la passe parfaite par rapport à ce joueur-là. C'est un esthète, c'est un artiste. Lui, il sera dans une autre logique et il a du déchet aussi, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Donc, voilà un peu la configuration, je trouve, de ces trois joueurs. On a vu aussi contre Anderlecht que l'absence d'Edison Cavani était préjudiciable. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur est-ce qu'il faudrait mieux qu'il soit sur le côté droit ou comment dire à la pointe de l'attaque comme on espère tous cet après-midi? Bah oui, moi je préfère évidemment en pointe. Maintenant on voit les chiffres, il a joué quasiment toute la saison sur le côté droit. Il est meilleur buteur, enfin co-meilleur buteur depuis le but de Fajawir, mais son rendement n'est pas affecté par son positionnement. Même si parfois il a mis des buts parce qu'il était placé en pointe par rapport au changement tactique. C'est sûr qu'on préfère le voir en pointe. C'est un joueur intéressant, c'est un joueur qui a le but dans le centre, qui est parfois un petit peu brouillon dans sa technique, mais qui est quand même capable de faire des gestes incroyables. Je pense à son tout premier but cette saison en Ligue 1 contre Ajaccio, avec son enchaînement à l'entrée de la surface, c'est absolument somptueux. Ça c'est vraiment le buteur typique. Donc évidemment qu'on préfère le voir dans l'axe. Maintenant, Blanc a trouvé son système au 4-3-3. On va voir cet après-midi s'il le garde. Mais enfin, il est quand même bien parti sur cette base-là. Et malheureusement, ça sacrifie un petit peu Cavani. On ne peut pas mettre Ibra ailleurs que dans l'autre quand même. Donc, ça le sacrifie tout en maintenant ses statistiques. Il joue comme ça avec l'Uruguay. Pourquoi se prendre la tête avec ça tant que ça marche? C'est un peu ça la question. Tant que Cavani est derrière et tant que ça marche, il n'y a pas de raison de changer ça. C'est frustrant pour ceux qui veulent le voir en pointe, mais c'est tout ça. On a vu hier que Monaco était encore accroché contre une équipe d'Evian où Paris Saint-Germain avait été accroché aussi la saison dernière. On a vu que Lille a commencé une saison difficile et a réussi à relever la tête et aujourd'hui est le dauphin du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un concurrent au Paris Saint-Germain cette saison ou est-ce que Paris est capable d'écraser le championnat et éventuellement de se préparer pour le printemps à la Ligue des Champions? C'est vrai que Monaco avait bien démarré, donc on en a fait très vite le rival numéro 1. Là, ils ont un petit coup de mou, donc finalement, quel est le vrai Monaco? On ne sait pas encore, sûrement un peu entre les deux, entre celui qui est euphorique en début de saison, parce qu'on ne les attendait pas à tout, parce que il s'est créé quelque chose. Et puis celui des dernières semaines qui est beaucoup moins bon. Encore que la semaine dernière, ils ont perdu à Lille, mais ils auraient pu ramener au moins un point s'il y avait eu un gardien normal dans les buts. Donc c'est pas non plus ils ont un petit coup de mou, on va dire, dans le jeu et au niveau mathématique, mais ça reste quand même un gros rival du PSG. Lille, c'est autre chose, c'est beaucoup moins spectaculaire, c'est plus rigoureux, peut-être plus dangereux du coup, parce que c'est une équipe qui va peut-être embêter le PSG. Donc du coup, on a très hâte de voir ce que va donner le PSG Lille, même si ça sera tard là, dans la fin des matchs allés. Donc le rival numéro 1, je sais pas. Je pense que Paris va quand même prendre un petit peu de marge assez rapidement. Monaco va quand même lâcher un peu de l'Est. Lille, je sais pas s'ils auront toujours la réussite qui les accompagne en ce moment. Ils vont gagner un état de grâce. Tout se combine bien. Est-ce que ça peut tenir toute une saison? Oui, quand on se rappelle de Montpellier il y a 2 ans. Mais est-ce que ça sera encore le cas cette année? Je ne sais pas. Je pense que si Paris est sérieux, en tout cas, parce que ça dépend aussi d'eux, et notamment du match de cet après-midi, qui est typiquement un match où on attend la réaction des Parisiens après le match moyen contre Anderlecht. Si Paris joue à peu près à son niveau, normalement, à la trêve, ils ont déjà qui font l'avance, et normalement, ils peuvent gérer. Mais ça dépend aussi d'eux. Ça dépend aussi d'eux, et pas seulement des adversaires.
C'est d'ailleurs c'est intéressant quand on voit Monaco, moi ils me font un petit peu penser au PSG, donc 2011-2012, début de l'ère Qatari. C'est-à-dire qu'il y a une vraie force de frappe en attaque, au milieu de terrain il y a quand même une assise, enfin, il y a des joueurs qui connaissent le foot, qui ont une grosse expérience. Par contre, l'impression que ça flanche un petit peu en défense. Je pense que c'est pas vraiment suffisant et j'ai l'impression que c'est ça qui causera un petit peu leur perte au fur et à mesure, parce que Ouais. voilà, ça c'est vrai que bon, maintenant le PSG en défense centrale c'est très solide. C'est monstrueux. Voilà, c'est même monstrueux. Et Monaco, je suis pas sûr. Bon, la défense centrale, ça me paraît un peu léger, voire vieillissant. Ouais, ce qui se passe, c'est que Monaco a voulu faire un peu comme Paris au début avec les Qataris, c'est-à-dire attirer des noms pour se faire remarquer. Donc Abidal, Carvalho, c'est des noms évidemment qui nous parlent. Sauf que c'est bien, c'est des très très bons joueurs. Mais Carvalho, c'est un peu vieux, c'est un petit peu lent. Abidal, on voit un petit peu en difficulté dans le domaine aérien. Donc c'est peut-être pas, voilà, pour la durée, effectivement, c'est peut-être pas ce qui va les aider à être réguliers. Et puis, bon, bah, ils peuvent pas tout construire d'un coup, hein. Ils ont frappé un grand coup avec Falcao, ils ont récupéré tout l'allant. Voilà, il y a eu Rames Rodriguez, Di Moutinho, ça c'était quand même très spectaculaire. Effectivement, ils ont démarré peut-être un peu par l'aspect offensif, en négligeant, entre guillemets, parce que bon, Abidal, Carvalho, c'est quand même pas n'importe quoi, mais en négligeant un chouïa peut-être la défense. Il faudrait peut-être des joueurs effectivement un petit peu plus jeunes et voilà, un petit peu plus réguliers pour les aider à tenir la saison. Mais enfin, on dit ça, ils vont sûrement faire une très bonne saison aussi. Hein. Mais peut-être qu'effectivement, leur petit point faible, ça serait la défense. Et quel serait le point faible du Paris Saint-Germain selon vous? Et c'est dur parce qu'on commence à en voir de moins en moins. Point faible au niveau de la Ligue 1, on ne voit pas. Normalement, s'ils font une saison même à 80%, ils sont champions. Donc après, il faut se projeter sur plus grand, quoi, sur l'Europe. Là, on attaque évidemment des sphères qui sont différentes et où le niveau s'élève, où les adversaires, certains adversaires, une poignée, ils sont 3 4 à être à peu près voilà, dans la même galaxie. Où là, Paris peut apparaître moins fort. Donc ça sera les joueurs, justement, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire Zlatan, Cavani, ça, il n'y a pas de problème. C'est le niveau Ligue des Champions, Thiago Silva, Verratti, tout ça, il n'y a aucun problème. Thiago Motta. Le point faible, ce sera les joueurs moins bons. Donc, c'est eux qui font la différence, quelque part. Les gros joueurs s'annihilent entre eux. La différence, après, c'est les joueurs du calibre d'en dessous. Et un Lucas ou un Lavezzi, c'est pas le niveau le top Ligue des Champions. C'est du très très bon niveau mondial, mais c'est pas du top Ligue des Champions. En tout cas, c'est pas les joueurs qui vous permettent de gagner une Ligue des Champions, je pense. Donc voilà, la différence, elle peut se faire là-dessus. Quand on regarde l'équipe du Barça, du Bayern, c'est du top niveau partout. À Paris, il y a beaucoup de top niveau, puis il y a des endroits où il y a un joueur qui a un chouïa en dessous, mais voilà, la différence, elle se fait là-dessus, quoi. D'accord. Et toi, tu penses qu'en fait, le Paris Saint-Germain ne gagnera peut-être pas la Ligue des Champions cette année? Bah, ils peuvent la gagner, ils peuvent pas la gagner, c'est une question de pourcentage de chance, hein. Ils peuvent la gagner. Maintenant, je sais pas, ils ont combien de chances de la gagner? Je veux dire qu'ils ont 20% de chances de la gagner. C'est déjà pas mal, hein, une chance sur 5. Ah oui, mais bon, c'est 20%, mais au-dessus, il y a des équipes qui sont à 30%, d'autres qui sont à 40%, voilà. Ils peuvent la gagner, tout est possible, hein. On a vu des choses incroyables, hein. Mais c'est pas les favoris numéro 1 pour la gagner. Et s'ils la gagnent, ça sera pas un scandale ni un truc incroyable, ça sera une petite surprise pour nous, parce qu'on n'est quand même pas habitués en France, il faudra s'en rendre compte. Mais au niveau du potentiel d'équipe, c'est quelque chose de tout à fait possible. Il faudra un peu de circonstances favorables, peut-être un bon tirage au sort, peut-être un match voilà, où ils vont surjouer par rapport à d'autres, parce que ça veut dire quand même s'ils vont au bout qu'ils éliminent une ou deux grosses équipes. C'est possible, c'est pas les mieux placés, mais ils font partie d'un lot d'équipes qui peuvent gagner la Ligue des Champions. Mais s'ils l'avaient gagné, ça serait quand même une grosse performance, parce que c'est une équipe qui finalement depuis, on va dire, c'est la 3e saison, voire la 2e, si on met la première un peu de côté, parce que c'était vraiment le début, gagner une Ligue des Champions au bout de 3 ans, hein, si on considère l'investissement des Qataris, 3 ans c'est un bon terme, hein, gagner une Ligue des Champions au bout de 3 ans, c'est quand même pas gagné, hein, faut demander à Chelsea, à Abramovich, au bout de 3 ans, il aurait bien aimé de la gagner, il a dû attendre 10 ans, donc on verra ça en fin d'année. Oui, d'ailleurs, on voit qu'il y a des équipes qui avaient des budgets très conséquents et qui peuvent aussi s'effondrer. Là, on voit Landy Makashkala qui est vraiment dans les abysses du championnat. Terminé, ouais.
Ah oui, Ah ouais, bah, le robinet est terminé, hein. Ah bah ça, quand le robinet se ferme, oui, ça, faut se rendre compte que Paris est dessus. Alors, c'est joli à voir, parce que voilà, on se régale, hein. Il y a une époque, on était content quand Waro et Gamero signaient au PSG. Aujourd'hui, ça nous paraîtrait, voilà, c'était qu'il y a que 3 ans, hein, pour certains. Donc bon, mais il faut réaliser aussi que Paris est sous une forme de respiration artificielle. On exagère, mais c'est presque ça, et que le jour où les Qataris veulent partir, bah voilà, les lendemains risquent de déchanter. Donc ça, bon, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Il faut espérer que pour les supporters parisiens, que ça se passe en douceur le jour où ça arrivera, quoi. d'accord. Juste une petite dernière question rapidement. On a beaucoup parlé donc, des ailiers du PSG, on l'avait dit, Lucas. Il y en a un qu'on oublie un petit peu quand même, c'est Menez. Nous, on l'aime beaucoup personnellement. Euh, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il est un peu passé au second plan, c'est dommage vu ses capacités, quoi. Bah, pour le coup, là, c'est un joueur oui, qui peut faire la différence. Là, il est clairement un peu au-dessus de garçons, comme l'avait dit Lucas, dont on parlait tout à l'heure. Je sais pas. Quoi. C'est un cas. Sur Jiménez, je pense que malheureusement, c'est dommage que dans la gestion dans sa tête, il soit pas au niveau de ses pieds finalement, parce il a un talent énorme. Mais malheureusement, il n'a pas l'approche peut-être parfaite pour s'imposer à Paris. C'est dur à dire, mais ça demande parfois, ça demande de la régularité, ça demande du sacrifice, ça demande une attitude. Et bon, malheureusement, quand tout va bien, bah, il est là. Quand ça va mal pour lui, il a tendance à plonger plutôt que de s'en servir pour essayer de rebondir, un peu comme Pastore, quoi. Tout ça, c'est du ressort mental, hein. Les grands champions, ils sont là, hein, ils doutent pas. Et quand Menez ça va pas autour de lui, il aurait plutôt tendance à se renfermer, à pas faire les bonnes choses pour rebondir. Donc ça, je sais pas si un jour il pourra changer, mais c'est sûr qu'il y a un vrai potentiel pour le coup et que c'est frustrant. C'est frustrant pour les supporters parisiens qui l'aiment bien, c'est sûr. Ça dépend de lui. Je pense que ça dépend de lui. Tu penses que l'optique de la Coupe du Monde, ça peut lui donner un électrochoc? Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Je sais pas. Il faudrait être dans sa tête. Je suis pas certain. Là. On est déjà au mois de novembre. Donc, Coupe du Monde, mine de rien, bon, ça va arriver vite. Il y a encore des choses évidemment à faire, hein, à prouver à Didier Deschamps. Mais s'il veut vraiment aller à la Coupe du Monde et s'il veut donner des chances, il faut qu'il soit absolument irréprochable d'ici à juin, quoi. Enfin, même un peu avant, que la sélection sera un peu avant. Donc, ça peut, s'il y a bien un truc qui doit le motiver, voilà, pour relancer, ça doit être ça. Mais il faut qu'il accepte pendant 9 mois, là, qui reste pendant la Coupe du Monde, bah, de changer un petit peu, d'être motivé, de tout donner, d'être au service du collectif, et c'est ta chance, quoi. Après, effectivement, c'est de la place, hein, quand on voit Lucas qui l'avait dit, les Nets peut largement être plus décisif que ces joueurs-là. Comme je dis, ça dépend de lui. Comme en équipe de France, il y a encore une place, puisque quand on voit les prestations de Dimitri Payet, on peut se dire qu'il est capable de pouvoir prendre la place. Bah, Dimitri Payet, c'est l'exemple typique du joueur inconstant, hein. C'est un peu le même style, hein. C'est deux joueurs qu'on a foudre dans les pieds, qui sont capables d'éliminer un, deux joueurs, de faire un exploit, de déstabiliser une défense à eux tout seuls. Le problème, c'est qu'il faut faut qu'il y ait de la régularité. C'est les joueurs qui font des éclairs une, deux, trois fois dans la saison, malheureusement, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut, à la limite, faut être plus régulier, faire moins d'éclairs, d'être plus régulier pour postuler à une place et espérer. Donc oui, Menez peut espérer faire quelque chose d'équipe de France, mais voilà, il va falloir faire plus pour lui. Ça, c'est sûr. D'accord. Bah écoute Romain, je te remercie d'avoir participé à notre émission sur Radio Hauville Lumière, hein. C'est une web radio, hein. Donc je te remercie Ouais, vraiment. mais de rien. Romain, vu qu'on a quelques heures du match, tu peux nous donner un petit pronostic? Alors, je suis très mauvais en pronostic, hein. Très très mauvais, je pense. Donc si je prévois une victoire du PSG, malheureusement ça peut se retourner contre le PSG. Donc je vais dire un partout. Voilà. Comme ça, Ouais. je vais dire un partout parce que non, ça peut faire un partout. Ça peut parce que on va voir comment ils vont réagir après le match contre Anderlecht qui était un peu moyen. Peut-être qu'ils sont pas encore complètement dedans. Puis Nice c'est une équipe voilà, un peu compliquée, un peu pénible.
Donc le 1 partout est possible. Je dis pas que c'est le score qui a le plus de chances d'arriver, mais je dis que c'est possible. Donc je prends un risque, c'est comme ça, comme je suis plutôt porte-poids, ça devrait plutôt être pas mal pour le PSG. C'est plutôt bon signe, je pense. D'accord. Et tu as l'invité de l'émission de lundi ou pas? Lundi, oui, c'est Giroud. Ah. Alors on avait Nolan Roux lundi, là on continue avec les Roux, c'est Giroud, parce qu'en fait tout simplement parce qu'on a un documentaire, alors je crois que c'est samedi prochain, dans une semaine, sur lui, sur toute sa carrière, donc il passe sur Canal, un gros documentaire sur sa carrière, et donc ça sera, c'est un peu la semaine de Giroud, donc c'est notre invité lundi. On espère alors que Lucas rentrera et qu'il fera un tir. Pardon? On espère que Lucas rentrera cet après-midi et qu'il fasse un tir. Ah bah on verra, ouais. À suivre. Effectivement. Et tu envisages dans l'émission d'avoir un joueur du Paris Saint-Germain Alors nous on aimerait beaucoup, mais alors pour dévoiler un peu les secrets, nous on aimerait beaucoup avoir quelqu'un du PSG, mais vu les relations entre le propriétaire du PSG et Canal+, disons qu'il y a une forme de refus de leur part, dirons-nous, de nous aider à avoir un joueur du PSG. Voilà, on est un petit peu dans une guerre, une dispute un peu bête, et voilà, malheureusement, c'est à nous de nous débrouiller, et on ne sera pas aidé à ce niveau-là. Ah, ils ne veulent pas carrément, ils refusent carrément que vous ayez des joueurs. Ouais, c'est très compliqué. En tout cas, ils font rien pour nous aider. Voilà. Ah, d'accord. Que ça soit pour J+1 ou Canal Football Club? Pareil pour le CFC, c'est très compliqué. Évidemment qu'on aimerait bien, mais c'est pas facile. Voilà, en tout cas, vous n'êtes pas les seuls, parce que moi j'avais discuté avec Arnaud Herman du Parisien qui m'expliquait un peu la même chose. Hein. Apparemment, il y a une sorte d'exclusivité. C'est très possible. Disons que c'est plus compliqué avec un joueur du PSG qu'avec un joueur d'un autre club. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, mais bon, on se débrouille quand même. Hein. On s'en sort bien quand même. On se débrouille, quoi. J'ai juste une dernière question. Est-ce que tu penses que Zlatan Ibrahimovic va avoir le ballon d'or? Le ballon d'or? Je ne crois pas. D'accord. Non, je pense pas. Je pense que il fait tout pour. En tout cas, le timing est bon. Il se fait remarquer au bon moment. C'est souvent aussi vers la fin qu'on gagne des points. Mais il aurait peut-être fallu que le PSG aille en demi-finale de Ligue des Champions ou en finale. Bon, il y a un aspect quand même aussi collectif qui compte, palmarès. Bon, il est champion de France, mais je suis pas sûr que ça parle beaucoup quand même. Je pense pas qu'il sera ballon d'or. Franchement, je ne crois pas. Par contre, qui, je sais pas. Là, entre les trois autres, c'est aléatoire. D'accord. Bah écoute Romain, je te remercie d'être passé sur Radio Hauville Lumière, hein, parce que je sais que tu devais rester un bon quart d'heure, donc je te remercie d'être passé. Pas de problème. Et puis à la prochaine. À la prochaine, ça marche. Merci. À bientôt. Donc voilà, on a eu monsieur Romain Delbello, donc vraiment une personne vraiment sympathique et très gentille. Hein. Donc vous en avez pensé quoi, vous les gars? Bah, il est très gentil, et puis on sent qu'il est professionnel, quoi. Voilà. Il est humble, c'est impressionnant, sachant qu'il vient d'une maison comme Canal+. C'est clair. Et on a une info quand même assez croustillante. Hein, donc le propriétaire du Paris Saint-Germain refuse un petit peu les interviews de joueurs sur Canal+. Donc, ça c'est clair, vu que on sait que clairement le PSG est un petit peu affilié à Bein, même plutôt 2 fois qu'une. Et carrément, Bein a d'ailleurs pris un petit peu d'avance au niveau des interviews d'après-match au bord du terrain. On sait qu'ils ont un peu l'exclusivité sur les joueurs du PSG, donc c'est une sorte de pied de nez en fait à Canal+, pour leur dire bon bah voilà, on est arrivé, maintenant le PSG c'est nous, on a l'exclusivité sur les interviews. Ils veulent être compétitifs, hein, Bein, au maximum, donc c'est vrai qu'ils sont un petit peu sans pitié, mais bon. C'est clair. C'est dommage pour Canal, mais Canal se rattrape. Canal, il a pas fait ça avec TPS à l'époque? Si. Oui, possiblement. Enfin, voilà, ça c'est la guéguerre des chaînes, mais je veux dire Canal+, c'est pas non plus un drame pour eux, parce qu'ils se rattrapent sur tous les autres clubs de Ligue 1, et puis ils ont encore l'Europe, ils ont puis entre nous, Canal+, ils ont quand même le plus de matchs quand même, c'est eux qui diffusent le plus de matchs, malgré que Bein en diffuse aussi, hein, du PSG. Ah non, c'est que Canal+ a le choix numéro 1. Ah voilà, d'accord, il a le choix, donc ils choisissent vraiment... Sinon, je pense qu'aujourd'hui, il n'aurait plus de match du Paris Saint-Germain.
Ah d'accord, ouais, d'accord. Et c'est vrai que là aujourd'hui, pareil, c'est sur Canal le match. Je Ouais, crois c'est sur Canal. que, ouais, je crois que toi Ils tu y sont vas, hein, tous Nico? sur Canal, je crois que c'est même plus la peine de chercher, ils sont tous sur Canal. Voilà, ouais. Toi tu y Ouais. vas hein, au parc, hein, je crois aujourd'hui, Nicolas. Oui, oui, effectivement. Ouais. Et toi, Pierre aussi, non? Non? Non, non, moi je vais regarder tranquillement ça à la télévision. D'accord. Et à noter que non, lundi, il n'y aura pas d'émission, hein. Donc mardi, on aura Julien Ménard de Téléfoot. Bon, c'est une personne un peu moins connue, mais qui est très gentille d'avoir accepté, hein, de Téléfoot. Donc à partir de 18h ou 18h30. Donc voilà. Ok.